Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver. Merci d'être là. C'est Late et Smart durant une heure avec mes deux invités. Nous allons tenter de mieux comprendre l'actualité, l'environnement économique du moment. De quoi allons-nous parler ce soir? Nous reparlerons, puisque c'était déjà un petit peu le cas hier, la deuxième moitié de l'émission, nous reparlerons des conséquences, enfin en tout cas de l'heure du bilan, même si ce n'est pas une vraie retraite qu'a annoncé Jeff Bezos, c'était avant-hier soir, aux États-Unis. Hier, on se demandait voilà, qu'est-ce qu'il peut faire, comment un dirigeant peut à la fois garder un œil sur son métier tout en faisant autre chose. On avait parlé philanthropie, on avait parlé des initiatives dans l'espace de M. Bezos. Aujourd'hui, on va s'intéresser à son leg, au sens de son héritage, sa legacy chez Amazon, à la fois, que retenir, que peut-on apprendre, que peut-on tirer comme enseignement de ces 27 années de croissance ininterrompue, de ce modèle de financement très, très particulier, très spécifique aux États-Unis, des pertes pendant des années, mais le financement suit et à l'arrivée, on a quasiment la plus grosse entreprise du monde. Bref, on aura de quoi évoquer, de quoi parler sur ces sujets avec mes invités. Dans la deuxième moitié de l'émission, on s'intéressera toujours aux patrons, éventuellement toujours aux grands patrons. D'ailleurs, en se posant la question, les patrons doivent-ils être des influenceurs? Est-ce qu'il faut qu'ils s'expriment de plus en plus sur les réseaux sociaux? C'est de plus en plus le cas. Est-ce que c'est une bonne chose? Dans quel cadre? Avec quelles conséquences en termes de crédibilité, soit vis-à-vis du grand public, vis-à-vis de leur communauté interne au sein de leur entreprise? Est-ce que l'objectif est d'abord interne? Est-ce qu'il est d'abord externe? Bref, là encore, je poserai la question à mes invités, à la fois observateurs, commentateurs, consultant à ma droite, Jean-François Launay. Bonsoir. Bonsoir. Directeur associé au sein de la société de conseil en stratégie, en communication Elan Edelman. Nicolas Doucerin, bonsoir. Bonsoir Guillaume. Vous êtes entrepreneur, président de Volumen, société spécialisée dans le management de transition. Merci à tous les deux d'être à mes côtés tout de suite. Et avant de parler de ces deux sujets, la petite question apéritif avec un sujet ambitieux, la démocratie. Vous l'avez peut-être vu passer The Economist Intelligence Unit, qui est la société d'études qui dépend du groupe The Economist, qui dépend de l'hebdomadaire d'origine britannique. The Economist vient de publier sa carte, son rapport sur la démocratie dans le monde, avec un classement des pays en fonction de leur intensité démocratique. Et un classement de la France que pas exceptionnel, 27e. Alors il y a pire évidemment, mais enfin, il y a quand même 26 pays pour lesquels le jugement de ces analystes est meilleur en ce qui concerne l'intensité démocratique du pays. Regardez cette carte, elle est avec des couleurs. Donc en bleu foncé, vous avez les vraies démocraties au sens de The Economist. Il n'y en a pas tant que ça finalement. Il y a le Canada, à peu près toute la Scandinavie, l'Irlande. Et puis après, vous avez et puis la Nouvelle-Zélande qui n'apparaît pas sur cette carte que j'ai coupée un petit peu court, pardon, aux Néo-Zélandais. Ensuite, vous avez les quasiment démocratie, en tout cas de très bon niveau. Là, on trouve l'Allemagne, la Suisse, l'Autriche, la Grande-Bretagne, l'Espagne, et puis ce qu'ils appellent les flawed democracies, c'est-à-dire les démocraties défaillantes, celles qui ont une petite faille, dans leur modèle. Et cette année, pour la première fois, la France en fait partie, ainsi que, regardez sur la carte, l'Italie, le Portugal, pour ce qui est de l'Europe. Il y en a effectivement beaucoup ailleurs, et notamment, évidemment, les États-Unis, qui est de la même couleur que nous. Alors, évidemment, il y a une explication, ce déclassement qu'on espère temporaire, conjoncturel, c'est la pandémie, les mesures qui ont été adoptées. Le classement a sanctionné les pays qui ont retiré leur liberté civile, n'ont pas permis un contrôle adéquat des pouvoirs d'urgence et ont refusé la liberté d'expression, avance l'étude, citant l'exemple de la France où des confinements sévères et des couvre-feux nationaux ont conduit, manifestement, à une légère mais significative diminution de son score global. Alors effectivement, quand on n'a pas le droit de sortir de chez soi, on n'a pas le droit d'aller au restaurant, on n'a pas le droit de serrer la main, on n'a pas le droit de ne pas avoir de masque, etc. On ne peut pas considérer qu'on est le régime, et on n'est pas les seuls, effectivement, de rêve en termes de liberté civile et individuelle. Quelle analyse faites-vous de ce classement? Est-ce que vous vous dites, Jean-François, pour commencer par vous, est-ce que vous vous dites, c'est conjoncturel, on ne pouvait pas faire autrement compte tenu de cette crise sanitaire, ou est-ce que vous vous dites, comme d'autres, comme certains, qui agitent quand même des petits drapeaux rouges en disant, attention, parce qu'on n'est jamais sûr de récupérer ce à quoi on a renoncé?
Vous l'avez très bien dit, Guillaume, on a un effet mécanique lié à la conjoncture. Les pays qui sont déclassés dans ce ranking fait par The Economist sont ceux qui ont dû prendre les mesures les plus limitatives de liberté face à la situation sanitaire. D'ailleurs, il est amusant de constater que le Royaume-Uni reste une full démocratie. À leurs yeux, aux yeux de The Economist. Alors, c'est peut-être pas un hasard qu'ils soient anglais eux-mêmes. Mais... Peut-être pas, mais en tout cas, ils ont des critères objectifs. C'est le processus électoral et le pluralisme politique, c'est l'exercice des libertés civiques, etc. Donc on voit bien qu'on coche toutes les cases qui ont fait de l'objet de limitations assez spectaculaires et assez drastiques. Et d'ailleurs, à date, ceux qui sont déclassés sont ceux qui, d'un point de vue sanitaire, vont les moins mal. Donc voilà, ça s'explique très mécaniquement. L'autre aspect des choses, c'est qu'effectivement... Pas que, parce que la Scandinavie se porte toujours très bien et ils vont plutôt mieux que nous. La Scandinavie, ils ont eu un petit regain de... Oui, mais enfin, au global, ils sont quand même... on aimerait bien avoir les scores de la Scandinavie. Ils ont des mesures quand même où... là, la moitié du pays est un crématorium pour des animaux par million qui sont abattus et incinérés. Donc il y a quand même des situations un petit peu surprenantes. Danemark. Ah, au Danemark, d'accord. Où en fait, voilà, en zone rurale, on incinère les visons qui sont les vecteurs identifiés. Ah oui, les visons, oui, bien sûr. Le Danemark étant le premier pays éleveur. Donc vous imaginez l'ampleur du processus à mettre en œuvre. Mais du coup, peu importe, derrière ça, ça nous dit quoi? Ça nous dit qu'on a franchi plusieurs caps dans cette période où les libertés civiques ont été restreintes. Celui de se déclarer sur une application qui a été massivement téléchargée, etc. Le tracking sous toutes ses formes. Et c'est vrai que quand on voit la dégradation de ces libertés civiques, comment ne pas avoir cette petite lumière qui s'allume en disant nous avons franchi un pas historiquement jamais franchi, nulle part en démocratie, qui est d'avoir déployé des technologies, des réflexes et une forme d'obéissance face à l'exercice de la puissance régalienne qui incite les gens à en dire plus sur ce qu'ils font et peut-être à être plus vigilants entre nous, Français, les uns vis-à-vis des autres. Au UK, par exemple, quand vous n'avez pas le droit de vous rassembler à plus de X personnes, les citoyens sont invités à appeler une hotline pour signaler que, d'après lui, ce qui se passe chez son voisin n'est pas très... Bon, moi, je préfère l'exercice de la prérogative régalienne, je ne vous cache pas, plutôt que de me sentir oppressé par la vigilance citoyenne de mon voisin. Donc, chacun a un peu ses turpitudes et ses limitations d'exercice. Elles s'expriment différemment. Il se trouve que sur les KPI de cette étude, effectivement, la dégradation mécanique était prévisible. Et puis, voilà, restons vigilants sur ce précédent étrange. Que va-t-on en garder et qu'est-ce que ça deviendra? Après, dans les critères, dans les KPI, comme vous évoquez, il y a aussi la participation aux élections. Effectivement, il y a eu des élections cette année en France, cette année en 2020, les municipales avec une participation très faible. Ce n'est pas considéré comme très favorable. Pardon, Nicolas, vous préférez effectivement vous dire, voilà, une espèce d'épiphénomène très conjoncturel, ou est-ce que vous vous dites qu'il faut quand même, veiller, de la même manière qu'on dit beaucoup qu'après toutes les phases terroristes, on est quand même parvenu au monde d'avant, parce que globalement, tous les états d'urgence ont une partie de ce qui avait été dans les différents états d'urgence a été transféré dans la loi normale, voilà, pas d'état d'urgence. Que vous craignez, voilà, qu'il y ait des restes de cette restriction des libertés individuelles et civiles qu'on a pu observer en 2020? Alors, d'un côté de ça, c'est un vrai paradoxe, parce que quand on parle de privation des libertés, on s'aperçoit aussi que, encore tout récemment, finalement, il y a quand même très très peu de contrôle. C'est-à-dire qu'on parle de privation des libertés, mais très honnêtement, en sortie avec un certain nombre de dérogations, je m'aperçois qu'autour de moi, beaucoup de monde sort bien après 18 heures, sans les attestations, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus la peur, il n'y a plus l'autorité de l'État. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'il n'y a plus d'autorité de l'État. Alors c'est pour ça que depuis 4-5 jours, là, il y a de nouveau pas mal de contrôles, dit-on. Mais le problème, c'est que le stop and go comme ça déresponsabilise complètement les citoyens que nous sommes. C'est-à-dire qu'on ne sait plus comment agir, puisque de toute façon, d'un côté, il n'y a pas eu de contrôle. Maintenant, on sent que le président de la République a un peu tapé du poing sur la table en disant on remet des contrôles. Et c'est vrai qu'on commence à voir, en tout cas en périphérie de Paris, je ne sais pas si c'est partout pareil au niveau national, mais en tout cas en périphérie, on commence à revoir quelques barrages, filtres, j'allais dire stratégiques pour marteler, mais en tout cas ça n'est pas bon parce que ce n'est pas une action qui s'inscrit véritablement sur la durée. Maintenant, quant à la suite, on verra bien comment tout ceci va évoluer, mais c'est vrai qu'il ne faut pas se souvenir, il y a encore très peu de temps, on avait encore tout le mouvement des Gilets jaunes, qu'évidemment, ça s'est nettement stoppé avec l'arrivée du Covid. Un certain nombre de décisions ont été prises.
On parle de l'application, le téléchargement. De l'autre côté, on voit d'autres pays comme Israël, je crois qu'ils sont à 90%, ils utilisent, ils appliquent. On pensait que ça allait être très utile pour la lutte contre la Covid-19. En fait, on s'aperçoit que leurs chiffres sont pas bons du tout, parce qu'ils viennent de reconfiner massivement. Bon, on voit bien qu'en fait, finalement, cette crise sanitaire, elle est quand même extrêmement complexe. Il y a encore beaucoup d'interrogations, il y a quand même beaucoup d'interrogations, effectivement, sur le sujet. Donc wait and see. Enfin, en tout cas, on espère qu'on remontera dans le classement. Mais par contre, a fortiori, si les critères sont sur la défaillance, la défaillance de la démocratie en France, elle date pas d'aujourd'hui. On voit bien que les citoyens que nous sommes là généralement, il y a une critique qui est grandissante depuis maintenant des années en France. Aujourd'hui, on le voit bien, on va de moins en moins voter. Il y a un décrochage extrêmement important entre le politique d'un côté, et on le voit, je suis désolé, dans les décisions quasiment au quotidien. Il y a des décisions qui sont prises parfois par le gouvernement, c'est à se demander s'ils sont connectés à la réalité. On prend l'exemple, je le cite toujours, mais du couvre-feu, moi qui ai eu la chance un petit peu de voyager, c'est sûr que quand on met un couvre-feu à 18h, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait autant de monde dans les magasins à partir de 17h. Par définition, on est en train de concentrer les gens. Moi, personnellement, j'aurais fait exactement l'inverse. C'est-à-dire que j'aurais ouvert les magasins jusqu'à minuit pour, au contraire, étaler et permettre justement d'avoir une moindre diffusion entre les citoyens lorsqu'ils vont faire leurs courses dans les différents mais comme vous le disiez vous-même, c'est pas clair d'avoir une vérité sur le sujet, parce qu'effectivement, les situations entre les différents pays, pour le coup, sont pas toutes chose égale par ailleurs, quoi. Voilà, par rapport sur la dimension sanitaire, la virulence du virus, etc. Non, là-dessus c'est vrai, et rien n'est simple. Mais par contre, on peut expérimenter, on peut observer. Je constate juste une chose, c'est qu'il y a un moment, on a des hommes et des femmes politiques qui manquent de pragmatisme dans la vraie vie. Et un certain nombre de décisions aujourd'hui sont en contradiction, et la défaillance des citoyens vis-à-vis du politique, elle vient de là, mais elle ne date pas de la crise sanitaire, elle date déjà de quelques années. Allez, on clôt temporairement le sujet sanitaire. On va s'intéresser à l'héritage Amazon, pas l'héritage au sens patrimonial du terme. On l'évoquait déjà hier dans l'émission, il y a eu beaucoup de commentaires depuis l'annonce avant-hier soir aux États-Unis par Amazon de la prise de recul au troisième trimestre, donc annoncée en avance, de son fondateur et jusqu'ici PDG Jeff Bezos, qui de PDG, CEO, va devenir executive chairman et qui transfère le job de CEO à celui qui était le patron de la division cloud du groupe. Je voudrais qu'on s'interroge sur le legs, l'héritage au sens legacy en anglais de Jeff Bezos. Jeff Bezos qui a annoncé donc cette décision à ses employés sous la forme d'un mail interne, email from Jeff Bezos to employees. Globalement, c'est le deuxième employeur au monde, 1 300 et quelques mille salariés, donc il y a beaucoup de gens qui ont reçu ce mail. La dernière phrase, voilà, l'afficher à l'écran. Keep inventing, continuez à inventer, à être innovant. Ne vous désespérez pas si à première regard l'idée a l'air un peu crazy, un peu folle. Et puis remember to wonder, c'est-à-dire voilà, un peu regarder à droite à gauche pour être en éveil comme ça sur un petit peu sur l'univers extérieur, que la curiosité soit votre compas. Et it remains day one. Day one, c'est sa grande philosophie. Tous les jours est le premier jour. Voilà. C'est d'ailleurs également le nom de sa fondation. Il y avait un papier d'une opinion du Financial Times ce matin. C'est effectivement le patron d'Amazon, Jeff Bezos, laisse un héritage fort, puissant, strong legacy, dans lequel il explique notamment plusieurs éléments, et notamment celui du financement, qui dit que voilà, les fondations du succès de M. Bezos, ça a été de persuader ses actionnaires d'acheter sa vision à très très long terme, et ça dure longtemps. Je l'évoquais dans le lancement, une des forces, un des truc un peu dingue d'Amazon, c'est que l'entreprise a perdu de l'argent pendant des années, elle continue à perdre de l'argent pendant des années, des milliards de dollars, tout en continuant, et en étant suivi par ses actionnaires, et maintenant, c'est l'une des plus grosses boîtes du monde, les entreprises les plus profitables du monde, c'est pas encore Apple, mais c'est évidemment l'une des entreprises les plus profitables du monde, le deuxième ou troisième en termes de valorisation boursière. Cette notion d'héritage, de legacy, qu'est-ce qui vous vient en premier par rapport aux 27 années de l'aventure Amazon avec Jeff Bezos et sa tête, Nicolas ?
Moi, je suis toujours admiratif, justement, de ces personnages, de ces entrepreneurs qui partent de rien et qui, en une petite vingtaine d'années, construisent un empire parce que, tout simplement, ils sont portés par une vision, par un projet. Et vous l'avez très bien signalé, hein, c'est-à-dire que ce projet, il a perdu énormément d'argent. Ça a été des milliards et des dizaines de milliards d'euros d'investissement pour conceptualiser, pour processer, pour élaborer une stratégie mondiale avec une nouvelle vision du commerce, une nouvelle vision du marché. Et c'est une réussite fantastique. Donc moi, je suis admiratif. Hein. C'est comme Elon Musk, on parlait justement. Tesla, je crois, gagne de l'argent officiellement seulement depuis cette année en 2020 sur l'ensemble de l'exercice. C'est la première année bénéficiaire, mais pendant des années Tesla, on en parlait encore il y a 2 ans et demi, ils étaient au bord du gouffre financier. On se demandait si ça allait pas passer. Bah, le résultat est là. Voilà. Donc on a des entrepreneurs qui ont une vision, qui ont un projet et qui arrivent à entraîner derrière eux, évidemment, des dizaines, des centaines, des milliers de talents à travers le monde qui sont portés par cette vision-là. Et on s'aperçoit qu'au final, bah voilà, on crée des empires avec des révolutions industrielles parce qu'aujourd'hui, Amazon bouleverse l'ensemble de l'économie aujourd'hui. Il y avait, au-delà de cette vision, il y avait effectivement un certain nombre de règles de management très, très précises, assez basiques, martelées pendant des années par son patron. Il y avait l'expression les Jeffisms, voilà, les intraduisibles, mais on comprend. Voilà, les règles de Jeff. Jean-François, déjà, comme ça, votre premier sentiment par rapport à l'héritage Amazon? En fait, je pense qu'il est simplement pas encore l'heure de parler d'héritage, parce qu'il fait un pas de côté, et dans président exécutif, il est quand même exécutif. Hein, et je pense qu'en réalité, il est en train de se lancer dans une aventure qui lui tient à cœur très personnellement. Souvenez-vous, il y a 2 ans, il lance le verdissement des activités d'Amazon face aux critiques même internes, hein, qui commençaient à foisonner. Et puis, il a une fondation dans laquelle il a mis 10 milliards. Et je pense qu'en réalité, maintenant qu'il est arrivé au stade de développement que vous décriviez très bien l'un et l'autre, il va rendre cette croissance verte, décarbonée, et il va la rendre plus durable. Et je pense qu'il rentre en fait dans la deuxième partie de sa vie professionnelle, où en fait il va connoter d'une vision qu'il a toujours eue, à mon avis, depuis le début, mais que la croissance nécessaire pour en arriver au stade où il est aujourd'hui l'amenait à le faire avec la détermination qu'on lui prête, etc. Et qu'il veut en fait faire une espèce de reverse en verdissant et en décarbonant, et pour prouver qu'une entreprise de cette taille, voire la première, ou parmi les premières, est aujourd'hui en capacité de continuer à irriguer le quotidien de millions de gens à travers la planète de manière complètement durable. Rappelons qu'il a quand même lancé des projets de chaînes logistiques qui sont incroyables, intégrés aux villes. Il a quand même un projet avec Amazon Web Services, tous les services où, vous savez que les salles de serveurs qui servent de relais à toutes les opérations, soit administratives, financières, etc., qui sont sous-tendues par AWS, la filière Web Services d'Amazon, sont en voie de devenir les plus économes en énergie. Donc on voit bien que cette marotte, en fait, il voit bien qu'en croissance organique, il n'ira pas beaucoup plus loin. Tout a été lancé. Et que maintenant, on revient à la base et on reverdit par les racines. Et je trouve que voilà, c'est pas forcément l'heure de l'héritage, parce qu'il n'a pas encore tout à fait exprimé, à mon avis, tout ce qu'il voulait mettre en œuvre. Donc vous pensez que quand vous dites tout a été, en même temps, quand vous dites tout a été lancé, ça veut dire qu'ils arrêtent d'innover, alors qu'ils rappellent que c'est le cœur de tout, et de lancer de nouvelles idées, continuer à... Non, je pense que ça, il le délègue à son CEO désormais. Lui, je pense que sur la phase 1... Est-ce qu'il y a une dimension d'image là-dedans, ce qu'on évoquait un peu hier ici? Est-ce qu'il en a un peu marre d'être le grand méchant Je pense qu'il y a forcément une lassitude. Il va peut-être se consacrer à être un petit peu moins grand méchant, notamment... Oui, mais je pense qu'il fait partie de ces gens, comme des Bill Gates dans des registres différents, dont la marotte est devenue l'agronomie, la sélection variétale pour les plantations partout dans le monde, le développement de nouvelles variétés résistantes au changement climatique, etc. En fait, ce sont des gens qui ont envie de se regrouper à un moment, de bifurquer, de faire un pas de côté pour avoir une croissance plus inclusive, plus verte, plus conforme aux attentes de leurs consommateurs. Donc, ce n'est pas complètement désintéressé. Mais évidemment, il y a une part de philanthropie dans l'envie de faire le bien. Enfin, souvenez-vous quand même que toutes ces boîtes anglo-saxonnes revendiquent à travers les claims produits qu'ils diffusent ou les services qu'ils prodiguent
le fait d'améliorer nos vies et de faire le bien. Oui, mais en même temps, ce qu'on leur Oui. reproche, c'est de faire le mal. Enfin, en tout cas, ceux qui les critiquent, c'est précisément de ne pas faire le bien. Donc, d'où la question sur, malgré tout, même si évidemment, hein, il ne part pas à la pêche, malgré tout, l'héritage, voilà, le legacy de ces 27 années. Mais j'évoque. félicitons-nous peut-être quelque part que certains de ces dirigeants soient désormais payés pour être des penseurs de la vie d'après ou de celle qui restera imprégnée de la crise qu'on a traversée et qui, dans cette forme de reverse, voilà, ou décarbonation, verdissement des activités, etc., ils rendent compatible la pérennité de ces grands rêves, inspirent d'autres dirigeants qui développeront à leur tour des empires ou des services mondialisés et qui embarqueront cette dimension plus écologique, plus durable, dès lors qu'ils lanceront leurs propres affaires. Alors sur les patrons penseurs, ce sera plus, on en parlera tout à l'heure dans le deuxième débat. Nicolas, sur le sujet de financement, il y a, dans tous les rapports annuels, il rappelle sa lettre aux actionnaires de 97, que j'évoquais par rapport aux questions de financement. Dans les deals, effectivement, le groupe ferait ses décisions d'investissement au regard des considérations de market leadership, de domination du marché à long terme, et non pas au regard des considérations de profitabilité à court terme de type Wall Street. Ça a toujours été voilà, son motto. Alors aujourd'hui, il est très, très largement profitable, avec 8 milliards de dollars de profit au dernier trimestre. Sur 24 milliards sur l'année. Sur un chiffre d'affaires trimestriel pour la première fois au-dessus des 100 milliards, mais nettement au-dessus, 125 ou 130 milliards. Dernier trimestre 2020. C'est assez unique de ces quelques boîtes-là, cette capacité, vous évoquiez Tesla, mais est-ce que c'est une bonne chose ou jusqu'à quel point c'est une bonne chose, parce que ça peut aussi emmener dans un mur, cette idée d'accepter des pertes pendant des années. Parce qu'à un moment donné, ça peut être légitime aussi de se dire, en même temps, on l'a dit sur Uber, hein, Uber avait surfé derrière en disant, regardez Amazon, moi je vais faire pareil, et puis Uber ne délivre pas. C'est-à-dire qu'Uber, c'est une grosse boîte, mais toujours pas en capacité de gagner de l'argent. Il y a de la remise en cause. Le patron a été viré un peu pour d'autres raisons, etc. Mais comment faire la différence entre les bonnes pertes et les mauvaises pertes, justement, quand ça dure pendant des années? L'entrepreneur que vous êtes, quelle est sa réponse? C'est très difficile parce que effectivement, encore une fois, je pense qu'on est attaché à des femmes ou des hommes qui portent une vision. Et c'est leur capacité à convaincre. Aux États-Unis, on l'a vu avec Steve Jobs. Ça a été pareil avec l'aventure Apple, où à un moment, il était même trop en avance sur son temps, ce qui fait qu'Apple ne fonctionnait pas. Il a été débarqué. Il est revenu 10 ans après. Au moment où il est revenu, Apple, on connaît tout le succès. Bon, on a le cas de Tesla. L'exemple de Bill Gates qu'on évoquait tout à l'heure. Alors, c'est vrai que par rapport à l'argent, à cette profitabilité, cette image, les mauvaises langues vont dire oui, Bill Gates crée une fondation, parce qu'il a besoin de se racheter une conscience, parce qu'il a été la première fortune mondiale chaque année depuis des années, parce que... Très bien, mais au final, regardons ce que font ces hommes. Ils créent des fondations, ils investissent parfois beaucoup plus qu'un certain nombre d'États dans des causes qui leur tiennent à cœur. Et rien que ça, eh bien moi, je suis admiratif. Voilà, je préfère avoir des gens qui lancent des idées, qui connaissent aussi des échecs parfois, on le voit, et on citait Uber, il y en a qui investissent beaucoup, qui essayent de vendre leur projet et qui n'arrivent pas au terme, parce qu'à un moment, une entreprise va finir par gagner de l'argent quand même, parce que sinon, il y a une limite dans le modèle économique. Bon, en l'occurrence, ces exemples-là fonctionnent. Il y a d'autres exemples qui fonctionnent moins bien, mais soyons admiratifs d'avoir des penseurs qui influencent, qui font évoluer notre société, et encore une fois, au service de nos clients, parce que c'est nous qui consommons derrière. Oui, non, mais là, on revient en penseur. Moi, je reviens aux dirigeants d'entreprise. Comment faire la différence entre le dirigeant d'entreprise qui alors, je citais Uber en contre-exemple, mais il y a WeWork aussi. WeWork, c'était un espèce de grand dingue, mais il a été suivi pendant des années par tous les capitaux risqueurs des États-Unis qui se battaient pour être à son tour de table, parce que le gars était présenté comme étant génial. La boîte s'est effondrée, parce qu'il n'y avait pas de modèle économique. Donc, comment faire la différence entre le gars, vous dites qu'il faut être convaincant, mais l'autre, le patron de WeWork, il était convaincant manifestement jusqu'à un certain point. C'est cette idée-là d'effectivement d'emmener une boîte de multiplier les pertes pendant des années. Et il y a ceux qui ont raison, in fine, et ceux qui n'ont pas raison. C'est pas facile de faire la différence quand on est actionnaire, quand on est salarié, quand on est administrateur, j'imagine. Si on a peur de l'échec, on ne devient jamais entrepreneur. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que
tout projet d'entreprise, que ce soit une petite start-up, demain une ETI ou un grand groupe, on prend des risques, on doit prendre un certain nombre de décisions. Les risques sont pris et évidemment, c'est la capacité du dirigeant et de l'équipe dirigeante. Mais ça fait partie de l'investissement. Et encore une fois, connaître un échec, c'est parfois très utile pour mieux rebondir et mieux bâtir son projet suivant. Ouais. Il ne faut pas le voir forcément comme une... Ça fait partie du risque et c'est pour ça qu'on rémunère le capital. Il ne faut jamais l'oublier. Et j'irai même plus loin. N'oublions pas que dans le cas d'Amazon, Jeff Bezos fait partie de ces patrons qui ont toujours énormément récompensé ceux qui construisaient le rêve que nous décrivons aujourd'hui. C'est-à-dire qu'au-delà des capital risqueurs, des investisseurs qu'il a réussi à convaincre de sa vista qu'un jour tout ça serait ce qu'il est devenu, les gens qui ont contribué à le bâtir au quotidien ont toujours été extrêmement bien traités chez Amazon. On voit la politique d'incentive, on voit la politique de détention d'actions, etc. Et aujourd'hui, les plus anciens de chez Amazon, personne ne regrette d'avoir pris part au rêve. C'est pas juste quelqu'un qui est parti tout seul avec son idée. Bien sûr, à l'origine, c'était ça. Il a su bâtir des gens qui ont bâti avec lui au quotidien et qui sont récompensés pour ça. Et ce que ça nous dit, c'est que derrière, parfois, la raillerie ambiante qu'on a autour du capitalisme effréné, qui se voudrait responsable sur la fin, etc., en fait, pas du tout. Le dénominateur commun entre un Jeff Bezos ou des patrons d'entreprises qui ont adopté ce type de modèle et de développement, c'est qu'en fait, ils ont fait du capitalisme social, l'air de rien. Oui. Ah oui, c'est l'occasion de rappeler que le salaire minimum chez Amazon est de $15, qui était l'enjeu de la campagne électorale pour le salaire fédéral, qui est le salaire minimum qui était jusqu'à il y a 15 jours de $8 à l'heure. Donc effectivement, de fait, c'était pas les entreprises qui payaient mal ses salariés non plus, au-delà du premier cercle ou du deuxième cercle de co-dirigeants à côté de lui. C'est pas un hasard si effectivement le transfert de pouvoir se fait auprès de quelqu'un qui est à ses côtés depuis 25 ans. Oui, et puis à côté d'Amazon, il y a tout le deuxième cercle, troisième cercle, tout l'écosystème qui s'est créé. Mais il ne faut pas oublier qu'une entreprise comme Amazon, d'abord, a obligé ses concurrents à réagir, à investir, à innover et à s'adapter. Walmart en premier. Oui. Walmart en premier. En France, c'est Discount, qui s'est quand même fortement développé. On a toujours tendance à minimiser ces discounts, mais il faut regarder la croissance de ces discounts. Oui. C'est quand même une magnifique réussite française. Pas au niveau d'Amazon, certes, mais c'est loin d'être un acteur ridicule aujourd'hui. Et puis, à côté de ça, il ne faut pas oublier, c'est grâce à l'arrivée des technologies à Amazon, on permet à des dizaines de milliers d'entrepreneurs, de start-upers, de créer un produit dans sa cave aux quatre coins du monde et de profiter de la plateforme d'Amazon pour aussi donner vie à ces start-up qui elles-mêmes créent des emplois et aujourd'hui permettent de créer tout cet écosystème au niveau mondial. Et ça, c'est fantastique. On regarde toujours le côté Amazon et parfois côté un peu trivial, finalement assez critique, en disant ça tue tous les petits commerces, mais ça a permis et ça permet encore aujourd'hui de faire émerger des milliers et des milliers d'entreprises à travers le monde. Et ça, c'est fantastique. Dans les innovations précisément, entre l'excellence logistique, entre la place de marché ouverte un peu à tout le monde, l'enceinte connectée Echo et le personnage Alexa, le système Prime avec un abonnement annuel et puis du coup, etc. Qu'est-ce qui vous paraît avoir été le plus innovant dans ces il y en a d'autres dans ces 25 années de 27 années de 27 premières années de disons ça comme ça, Day One. Ouais, j'aimerais citer juste un exemple très concret que j'ai vécu il y a 10 jours avec Amazon. J'avais besoin d'une pile bien spécifique, assez rare. Je me suis dit, allez, je vais aller dans mon commerce, je suis allé dans une grande surface, j'arrive au rayon pile, il y avait toutes les piles sauf mon modèle. Et donc je demande au chef de rayon, le chef de rayon arrive, me dit, écoutez, on peut vous la commander, on l'aura sous une semaine. Bon, je vais sur Amazon, je tape la référence, j'ai ma pile, je la commande l'après-midi, elle était livrée le lendemain matin à 9h. Bon, vous avez l'expérience client, on en revient toujours au même, l'expérience client. Qui fait partie des Jeffism, effectivement, le client est au cœur de tout. Elle est exceptionnelle. Elle est exceptionnelle. Et derrière, c'est toute la logistique, toute la supply chain. Il faut visiter un jour un entrepôt Amazon, mais c'est impressionnant. De technologie, d'organisation, de précision. C'est une logistique phénoménale. Et voilà, c'est tout le succès. La logistique, qu'est-ce que vous retenez? Ce sera le mot de la fin. C'est le nouveau business qui porte, et pas simplement Amazon. Amazon le porte par son développement de manière organique et en termes d'investissement. On voit bien d'ailleurs dans le monde de la finance, les foncières qui avaient massivement investi dans des centres commerciaux ou dans l'immobilier de bureau
portent un regard un petit peu contrit sur leurs investissements d'hier. Celles qui avaient misé sur le système hospitalier, sur les maisons médicalisées en tenant compte des transitions démographiques dans lesquelles on se trouve actuellement et qui ont investi dans la logistique, ont tout gagné. Et l'innovation en termes de logistique, et ben voilà un beau moteur qui est Amazon pour développer ce business-là. Là aussi, créer de la richesse directe et indirecte à travers ces investissements nouveaux. Et moi, ce que je voudrais souligner aussi, c'est que il y a une innovation dont on sait tous qu'elle a du potentiel, qu'on ne sait pas encore le définir, c'est l'intelligence artificielle. Vous parliez d'éco tout à l'heure, Guillaume. Je pense que c'est l'un des hotspots de développement de la nouvelle gamme de services où on va cohabiter désormais au quotidien avec une intelligence artificielle qui va... Pour le coup, il y a des concurrents. Hein. Google fait la même chose, Apple fait la même chose. Sur les enceintes connectées, effectivement, l'intelligence artificielle qu'il y a derrière. Certes, mais souvenez-vous, Netflix était en monopole sur son offre de VOD et aujourd'hui, Amazon Prime est en train de le rattraper sur les box et c'est packagé dans votre petit abonnement Prime. Donc... Et bientôt des matchs de foot du championnat de France. C'est une émulation géniale. C'est génial comme émulation. C'est que ça pousse tout le monde et c'est ce qui fait que notre société se transforme à une vitesse incroyable. Et je pense qu'on n'a rien vu encore dans les 10 ans ou les 15 ans qui viennent. Ça va considérablement évoluer. Allez, on va marquer une courte pause. On reviendra, on reparlera de patron, mais on élargira le propos. C'était un petit peu suggéré par Jean-François tout à l'heure. On élargira le propos. On se posait la question des patrons. C'était les patrons penseurs tout à l'heure. On parlera des patrons influenceurs. Allez, restez avec nous. Retour dans l'IT Smart, ravi de vous retrouver. On va parler du rôle des patrons sur les réseaux sociaux. Est-ce que les patrons doivent être des influenceurs? Les patrons sont déjà parfois, certains, des penseurs, nous le disait Jean-François Launay tout à l'heure. Jusqu'où tout cela doit-il aller? Voilà, pourquoi j'ai eu envie de parler de tout ça ce soir, notamment, on en parlait, c'était Nicolas qui en parlait, mais on en parle tous les jours. Le Lascar Elon Musk, là, on l'avait évoqué il y a 2 jours. Il y a 2 jours, il nous fait un tweet off Twitter for a while. On se dit, il va se consacrer à d'autres activités pendant quelques temps. Et puis, hop, moins de 48 heures plus tard, de nouveau une rafale de tweets de la part d'Elon Musk. Regardez, c'était ce matin très tôt, donc pour lui, hier soir un peu tard, une flamme, là, voilà, une flamme, et puis Doge, voilà, et puis en fait, c'est quoi, pour être sûr, 1 heure après, il a relâché, pas de haut, pas de bas, uniquement Doge. Dogecoin is a people's crypto, no need to be a gigachat to own, et puis il se met en scène avec un pastiche du roi Lion. Le Doge, c'est le Dogecoin, c'est donc une crypto-monnaie, on parlait tout à qui il a fait prendre à peu près 50% à l'ouverture. Enfin, je dis à l'ouverture, il n'y a pas d'ouverture parce qu'il n'y a pas de fermeture sur les crypto-monnaies, c'est de côté 24 heures sur 24. Mais voilà, globalement, ensuite de ce petit tweet, d'où l'idée de patron influenceur sur un business qui n'est pas du tout le tien. Voilà, il avait été influenceur dans l'affaire la semaine dernière de GameStop à Wall Street. Là, il ne peut pas s'en empêcher. Voilà, il s'est dit, tiens, acheter du Dogecoin, ça a pris 50 ou 60% aujourd'hui. Et faisait penser que la semaine dernière, les Échos avaient fait un papier à l'occasion d'une enquête sur précisément réseaux sociaux, quels sont les COMEX et les patrons les plus influents, avec un classement qui avait été fait. Sachez que les patrons les plus influents sur LinkedIn et Twitter, ce sont, d'après les Échos et son partenaire Amazing Content, ce sont Paul Hudson de Sanofi, Jean-Pascal Tricoire de Schneider Electric, Emmanuel Faber de Danone, Madame Eman Ezat de Capgemini, Stéphane Richard de Orange, etc., etc., etc. Je vais vous présenter 4 tweets de patrons français que j'ai choisi là ce matin, qui sont l'essentiel, c'est globalement, ça concerne leur business, les actions de la boîte, etc. Puis de temps en temps, ça sort un petit peu de Stéphane Richard, le 30 janvier. Je salue la décision courageuse de ne pas confiner tout de suite. Maintenant, la réussite de ce pari est entre nos mains. Donc ça, c'était dans la foulée de l'annonce de Jean Castex. Et puis, une semaine avant, il avait poussé la carte de vœux du maire de Cannes, David Lisnard, la magnifique carte de vœux de David Lisnard, Depardieu en 92 à Cannes. Oui, malgré les restrictions, les angoisses, pensons aux autres et vivons, point d'exclamation. Donc voilà, c'est pas directement le business des télécoms. Alexandre Bompard,
c'était juste au moment de l'affaire Couche-Tard, il avait fait un tweet, il avait manifestement provoqué une promo sur le sirop d'érable. Voilà, ils avaient fait un jeu de mots sur Twitter, et puis Alexandre Bompard avait dit « Je n'aurai jamais nos promotions, mais là », c'est-à-dire qu'il avait choisi de rire de cette affaire qui n'était pas que drôle, mais en tout cas, manifestement, il avait pris ce pari-là. Plus sérieux, mais en même temps, pas le business de Total directement, Patrick Pouyanné, qui fait un tweet pour renvoyer sur son LinkedIn. Donc là, on est dans une logique absolument mec qui a tout compris, effectivement, au bon sens du terme des réseaux sociaux, autour de la jeunesse. Voilà comment les entreprises ont un rôle à jouer par rapport à la situation de la jeunesse aujourd'hui. Là encore, c'est pas le business du pétrole ni de l'énergie. Et puis pour terminer, je m'arrêterai là. Jean-François Riel, le patron fondateur de Voyageurs du Monde, qui à propos d'exécution en Chine, nous dit barbarie, le régime chinois est épouvantable à tout point de vue. Donc il sort un petit peu alors non pas que ce soit terrible de critiquer la Chine, mais en général, voilà, c'est pas forcément les patrons le font pas tous. Voilà, je pose la question tout franchement, est-ce que c'est le rôle des patrons d'être des influenceurs comme ça, de dire ce qu'ils ont à dire sur plein d'autres sujets qui sont pas seulement sur les sujets directement de leur entreprise, Jean-François Launay, selon vous? En fait, c'est un phénomène qui a commencé maintenant il y a 3 ou 4 ans à prendre une forme d'ampleur. On voit bien quand on sonde les marchés que les préférences de marques se créent aussi sur l'incarnation de ces marques, donc les patrons, des valeurs qui sont défendues, des trajectoires. On parlait de Jeff Bezos, les gens qui ont travaillé chez Amazon, qui travaillent chez Amazon, sont fiers d'être dans l'aventure Amazon. Des patrons un peu, pour citer, reprendre ceux que vous avez cités en France, les gens d'Orange ou les gens de Danone, s'appellent les Danoners. Ils aiment travailler chez Danone parce qu'ils sont leadés intellectuellement, au-delà du business, par Emmanuel Faber. Donc aujourd'hui, voilà, il se passe quelque chose où, dans un besoin de repère, l'échelon de l'employeur ou de la marque est devenu un échelon de référence très fort. Et aujourd'hui, alors chez nous, chez Edelman, on a ce qu'on appelle en bon français le Trust Barometer, le baromètre de la confiance, et on mesure sur 27 marchés la confiance qu'ont les consommateurs et les citoyens vis-à-vis... 27 marchés, 27 pays. 27 pays, oui. Vis-à-vis du business, largement, des ONG, des gouvernements et des médias. Sur 17 des 27 marchés qui ont été étudiés, aujourd'hui, le business est la meilleure réponse à tout ce que nous traversons pour 61%. Et de manière globale, lissée sur les 27 pays, aujourd'hui, on est sur un indice à 56% de confiance vis-à-vis des sphères économiques et de leurs dirigeants. Donc il y a vraiment quelque chose qui, aujourd'hui, de manière chiffrée, s'objective. Donc les dirigeants d'entreprise sont globalement plus crédibles, inspirent plus confiance que les médias, les ONG et les politiques. C'est ce que... À date, c'est le cas. Et bien évidemment, vous voyez tout ce qu'il y a derrière. La question des fake news, la surcommunication, les cafouillages gouvernementaux. Et je ne parle pas de ce qui se passe en France, je parle de ce qui se passe globalement. Des ONG qui sont aux abonnés absents. À part dans le domaine de la finance, où ils sont un peu plus actifs qu'ailleurs. Des gouvernements qui sont moyennement crus. Aujourd'hui, la profession la plus crue de manière transverse dans l'ensemble de la société sont les scientifiques. Donc voilà, ça nous en dit beaucoup. Et l'échelon de proximité, c'est l'employeur, c'est le CEO, c'est la marque, c'est la boîte. Et derrière ça, comme vous avez bien compris que derrière la pandémie, il y a une peur grandissante de ce que va laisser comme empreinte cette Covid-19, des conséquences économiques que ça va avoir. Nous rentrons dans les années, on peut se féliciter d'avoir traversé, par exemple en France, 2020 à peu près... la situation est préoccupante, mais voilà, il y a pire ailleurs. Il y a mieux aussi. Il y a mieux aussi. La mer va se retirer là, en 21 et 22, et on va voir les choses certainement plus crûment. Et face à un océan de désinformation, à une grande cacophonie politique, à des ONG qui ne font pas contre-pouvoir, etc., l'échelon de crédibilité et de confiance que portent les gens, c'est plutôt sur le business. Et ils attendent les CEO sur les prises de position. Y compris, encore une fois, on comprend bien que les CEO, comme j'allais dire un peu tout le monde, soient présents sur les réseaux sociaux. C'est bien normal. Enfin, pas forcément sur TikTok, mais oui, non, mais en tout cas, on peut comprendre, forcément les grosses boîtes, on peut évidemment le comprendre quand il s'agit de parler de son business, de sa boîte, etc. De parler d'autres choses. Non, là, on les attend là-dessus. On les attend parce que globalement, ils sont considérés plutôt plus crédibles que, encore une fois, les médias, les politiques. En fait, je pense que dans les inconscients collectifs, les gens qui ont le pouvoir aujourd'hui et la capacité à faire des choses qui changent le monde, on parlait de Bezos encore une fois avant, ce sont les grands patrons.
Et 86% des personnes qui sont interrogées disent « Moi, j'aimerais bien connaître l'opinion de mon patron sur l'impact de la pandémie, sur les questions, les societal issues. D'accord. Comment on lutte contre la discrimination, comment on est plus inclusif dans une période où on nous demande de nous réinventer. » Donc oui, on les attend. Par rapport aux exemples qui étaient quand même pas révolutionnaires, de ce que je disais, vous les encouragez plutôt à aller plus loin dans la prise de position sur... Globalement, ils sont quand même à 95%, j'ai un peu cherché, enfin je n'ai pas cherché les 1000 ans, mais pour trouver des sujets de tweets de grands patrons qui étaient un peu en dehors. L'essentiel, c'est quand même, on a fait ci, on a fait ça, on retweet une initiative de la fondation machin, bon. Ils peuvent aller plus loin. Ils peuvent aller plus loin. 68% des gens qui ont été interrogés en ce début d'année 2021 disent que les PDG devraient intervenir lorsque le gouvernement n'offre pas de solution aux problèmes qui se posent. On franchit là aussi un pas, je trouve. Et quelque part, c'est une juste récompense à ceux qui tiennent l'économie, contribuent à la stabilité des systèmes tant qu'ils le peuvent, la garantie de l'emploi, garantir par le travail les approvisionnements des gens au quotidien, quel que soit l'impact posé par la pandémie, etc. Donc en fait, ils sont vus comme des problem solvers. Littéralement. 66% disent que les gens nous disent que les PDG devraient prendre l'initiative du changement plutôt que d'attendre que le gouvernement nous impose des changements. On attendait qu'ils soient moteurs. Et là, la notion d'expérimentation est tout de suite en filigrane derrière. Ils ont le pouvoir, ils ont la capacité à le faire. Quel est votre regard, Nicolas, sur ce rôle un peu nouveau des grands patrons, au-delà de... juste de diriger leur boîte, quoi, ce qui est évidemment l'essentiel de leur boulot. Oui, bien sûr. Moi, personnellement, j'y suis assez favorable. Ouais. Je partage complètement ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que je pense que les grands patrons ne le sont pas assez. Et je pense qu'ils ont une vraie responsabilité sociétale. Je pense que, par contre, le sujet un peu bloquant, c'est que vous exposez médiatiquement et derrière, face aux politiques, suivant les intérêts que vous défendez dans l'entreprise, évidemment, vous avez des propos qui sont un peu plus mesurés, un peu plus tempérés. C'est pour ça qu'on a beaucoup de grands patrons aussi qui s'expriment peu ou pas du tout. Mais à partir du moment... Alors, on posait la question aussi, pourquoi est-ce qu'ils ont plus de poids quand on a des patrons influenceurs? Pourquoi est-ce qu'ils ont un peu plus de poids? D'abord parce qu'ils ne sont pas éparpillés à vouloir traiter tous les sujets. Voilà, généralement, comme l'a dit Guillaume, ils restent assez centrés sur leur entreprise. Et ils vont peut-être traiter d'un sujet qui leur tient à cœur. Je vois le dernier en date que j'ai vu, c'est pas un grand patron, mais enfin c'est un grand patron par l'âme, hein, c'est le président du slip français, Guillaume Ribaud. Bon, je l'ai vu intervenir il y a encore 3 semaines, où il a décidé de donner son temps pour aider des entrepreneurs en difficulté liée à la crise sanitaire actuelle et donc économique pour certains secteurs d'activité, de donner de son temps et de ses conseils pour justement les aider à passer ces moments difficiles. Je le fais moi-même, par exemple, avec une association comme Second Souffle, où on accompagne énormément de chefs d'entreprise qui tombent à terre pour les relever. C'est un peu autre chose, si je peux me permettre, Nicolas. C'est pas tellement des bonnes causes, etc., y compris éloigné de sa boîte. C'est prendre de la parole auprès du grand... Ça arrive jusqu'à moi. Voilà, il suffit d'être sur Twitter, donc ça arrive à des millions de gens, de prendre la parole sur... c'est pas forcément une cause personnelle, c'est... Est-ce que c'est pas casse-gueule? Alors, Elon Musk qu'on évoquait, alors lui il est devenu gourou, donc il a 65 millions de followers sur Twitter, tout ce qu'il fait est formidable, et de fait il est devenu touche-touche avec Jeff Bezos, l'homme le plus riche du monde, donc on lui pardonne tout, enfin pas, la SEC lui avait tapé sur les doigts quand même il y a 2-3 ans, et là il dit acheter du Dogecoin, c'est-à-dire qu'il y a un truc, une crypto-monnaie qui est beaucoup plus confidentielle que le Bitcoin, ça valait 3 centimes de dollars hier, ça vaut 5 centimes de dollars aujourd'hui, donc ça a pris, tout à l'heure. Est-ce que c'est pas casse-gueule de temps en temps de sortir un peu de son confort? C'est une bonne chose probablement. Si, mais vous avez, on peut citer aussi un autre patron, vous avez Pascal Demurger, qui est aujourd'hui directeur général de la Maïf. Quand vous le regardez aujourd'hui prendre position et assez régulièrement sur l'évolution de notre société, sur justement ce partage, sur le fait, les positions qu'ils prennent à la fois en interne mais à la fois en externe,
je pense que des personnes comme ça qui sont là... C'est pas un hasard, c'est pas une boîte cotée. Donc ce que je veux dire, c'est que ce que vous citez. Donc c'est tout de suite, il n'a pas de risque de se prendre moins 15% sur son titre parce qu'il a dit une connerie. C'est ça c'est un peu là-dessus que je voulais vous faire aller par rapport. Alors, c'est encore vrai, une fois, Elon Musk, c'est son propre argent. Mais au demeurant, moi, je suis un entrepreneur, je suis patron de PME, j'aime écouter ces avis-là, et moi-même, d'ailleurs, je réfléchis moi-même pour faire évoluer mon propre modèle économique. On parle d'entreprise de mission aujourd'hui, il y a énormément de sujets, la société bouge, et je trouve que quand on est capable d'influencer, évidemment, dans le bon sens, en défendant une cause, en faisant évoluer les mentalités, en faisant évoluer finalement la société, moi, je trouve ça plaisant, et je partage, je pense qu'il devrait s'exposer un petit peu plus, parce que finalement, ça a plus de pouvoir et plus d'impact parfois qu'une décision politique. Jean-François, est-ce qu'il n'y a quand même pas des lignes rouges ? Qu'est-ce que vous conseillez ? En fait, c'est une phase, pour moi, qui est exploratoire. On est rentré dans la phase 2. Avant, on faisait une tribune bien sentie dans un quotidien économique. Oui, relue par 4 personnes, voire écrite par 12. Bien bordé, bien, voilà. Au cordeau, 4500 signes, bien lisse. Et aujourd'hui, on est sur des prises de position qui mélangent un peu l'humour. On cherche, on sent bien que ça explore. Qui peuvent être plus spontanés. Alors on imagine que les grands patrons du CAC 40, ils sont relus, ou ils le font peut-être pas tous de façon... Mais relus, je ne sais pas. Oui, en tout cas, ils sont conseillés. Et par exemple, des boîtes plus moyennes, Rial, la Voyageur du Monde, c'est sûrement totalement spontané. Il le fait évidemment tout seul. Lui, c'est son ADN. Oui. Mais Elon Musk, qui s'est comporté comme un influenceur digital au sens le plus basique du terme. C'est-à-dire, il a fait un post sponsorisé. Pardon, je fais une formule pour me faire comprendre. Après, sur l'expression d'une vision, ce que je vous livrais tout à l'heure sur le baromètre de la confiance, on sent bien que ces patrons sont conscients que les préférences de marque vont se structurer un peu aussi sur la manière dont ils vont avoir de prendre des positions. Effectivement, Nicolas le note très bien, les entreprises à mission, la loi Pacte, ça infuse. Danone, Orange ont été les premiers à devenir des entreprises à mission. Le groupe Rocher, dernièrement. Le groupe Yves Rocher, évidemment, derrière. Et il y a plein de boîtes plus modestes qui adoptent aussi ce statut. Il y a des labellisations très exigeantes où, en fait, on demande que l'activité économique reverse une partie de la richesse créée sous la forme, une forme de valeur extra-financière. C'est le business for good. En fait, quand une marque comme l'Occitane se fournit exclusivement en Provence pour l'intégralité de son marché mondial de la cosmétique et de la parfumerie, ça fait du bien à l'économie. Mais c'est pas pour ça que le patron de l'Occitane va dire du mal du régime chinois, parce qu'il a des boutiques en Chine, donc il le fera certainement pas. Vous avez probablement par raison rapport à l'exemple de Rial. En revanche, aujourd'hui, celui qui critique la Chine, c'est celui qui a fort probablement eu à maille à partir dans les années qui ont précédé, où il a fait une joint venture et il s'est aperçu que les travaux qu'il menait avec ses homologues chinois étaient clonés la nuit après une journée de travail et que la licence allait lui échapper. Et le président de Carrefour qui rigole de l'affaire Couche-Tard par rapport à ses actionnaires qui auraient bien aimé vendre à 20 € l'action au Québec de Michel Denisot au Québécois. N'est plus à démontrer. Je trouve qu'on est exactement dans cette tonalité. Je trouve ça délicieux. Non, c'est une très bonne vanne, disons-le. Après, il y a un deuxième sujet aussi. Il y a une différence entre les patrons entrepreneurs actionnaires de leur structure, de leur groupe, d'un patron nommé par un conseil d'administration et qui là a des intérêts tout autres aussi. Voilà. Donc le niveau d'investissement, la prise de risque. Les Bompard, Pouyanné, Richard. On n'a pas cité le meilleur quand même, comme influenceur. On a quand même Donald Trump. Enfin avant, parce que maintenant il a plus. Enfin, bon. C'était pas au sens patron que mais il va redevenir patron sûrement. Enfin, il est toujours. Il a sa boîte. Mais en tout cas, il n'y a pas d'innocence dans les tweets. Il y a une forme d'exploration. Le PDG de Total qui fait l'éloge de la jeunesse et de la transformation des mentalités, Total réinvestit quelque chose comme 10% de ses bénéfices dans la R&D pour prendre le virage des énergies renouvelables. C'est porté par des gens qui seront fiers à 30 ou 35 ans d'avoir fait une dizaine d'années dans une boîte comme ça et d'y avoir contribué avec conviction. Parce que, en fait, le mot-clé qu'on ne prononce pas en ayant toute cette explication, c'est qu'aujourd'hui, les convictions sont devenues des moteurs essentiels de la confiance, de la consommation ou de l'adhésion à une marque ou à des valeurs. Un dernier point, est-ce que vous vous adressez dans ce type de communication sur Twitter, d'abord à l'interne, quand c'est des grosses boîtes, de façon subtile, parce qu'il y a le mail interne, comme celui qu'on voyait de Jeff Bezos tout à l'heure, ou d'abord à vos clients ou à l'ensemble des stakeholders, comme on dit, les parties prenantes?
Alors moi je pense que dans le cas d'Amazon, la priorité a été donnée à l'interne. Ouais. Oui, là, c'est pour ça que c'était un mail. Sur Ouais. la logique que j'évoquais tout à Ouais. l'heure, je pense qu'il y a aujourd'hui des gens qui réclament chez Amazon que cette journée soit un deuil international, parce qu'ils voient le visionnaire faire un pas de recul. Alors après, on a décrypté le truc, hein, évidemment, mais il y a quelque chose de cet ordre-là, et en fait, on s'adresse à ceux qui sont le plus susceptibles de soutenir le changement ou l'évolution des mentalités. Alors, souvent aussi sur ces influenceurs, pas tout le temps, mais souvent, c'est d'abord c'est pour l'ego, 2, c'est pour l'interne, et puis 3, c'est pour l'externe. C'est-à-dire que on a... Bon, on a tous de l'ego, hein, c'est aussi pour ça qu'on est là. C'est pas une critique en tant que telle. Hein, quand je dis de C'est l'ego... pour exister. C'est aussi une manière de peser. On le voit avec un Elon Musk. Voilà, il y a une course, la première entreprise, première fortune mondiale. Consciemment ou inconsciemment, ça joue forcément, parce qu'il y a une pression aussi médiatique, une pression de l'interne, qu'on veut être un peu la référence pour finalement continuer de porter son projet, continuer d'entraîner ses équipes derrière soi. Et c'est la machine positive, hein, qui un peu la boule de neige qui s'enroule petit à petit. Et ils savent parfaitement bien en jouer. Et là-dessus, ils sont globalement très forts. Allez, il nous reste 5 grosses minutes dans l'émission. On va balayer 2-3 sujets d'actualité pour terminer. On revient en France, on parle création d'entreprise avec les annonces de l'INSEE. On avait déjà évoqué il y a 2-3 semaines dans l'émission, c'était les pré-chiffres. C'est officiel, le nombre en 2020 total de création d'entreprises en France a atteint un nouveau record avec 848 200 créations d'entreprises. C'est 4% de plus qu'en 2019. Et ce, nous dit l'INSEE, malgré la crise sanitaire liée à la pandémie. 39% de femmes, ça fait 61% d'hommes, c'est pas si mal. 22% de progression dans le transport et l'entreposage. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ou est-ce que c'est une mauvaise nouvelle au sens où, de fait, c'est quand même d'abord les auto-entrepreneurs, c'est d'abord des transports entreposages, c'est d'abord des coursiers pour les plateformes, etc. Est-ce que c'est... alors tant mieux pour eux, hein. Est-ce que c'est pour l'économie des bonnes créations d'emplois ou est-ce qu'en fait c'est plutôt que malgré la crise sanitaire, on devrait dire à cause de la crise sanitaire, c'est bon chiffre, Nicolas? Bah écoutez, moi je me réjouis. Voilà, Par principe. Mais non, c'est pas par principe. Non, mais par principe sur ce type de data. C'est toujours le même sujet. C'est-à-dire quand on annonce beaucoup de créations d'entreprises, on dit mais oui, mais 40% d'entre elles. Non, mais c'est moi qui dis ça. C'est pas l'INSEE. L'INSEE se réjouit. Guillaume, c'est comme ça depuis déjà plus de 10 ans depuis qu'on a créé le statut. À partir du moment où on prend l'initiative de bâtir un projet, même en étant auto-entrepreneur, de prendre le risque, d'investir et de se lancer, moi je trouve que ça s'appelle, voilà, c'est entreprendre, c'est prendre un risque et c'est déjà une bonne chose, c'est mettre le pied à l'étrier. Après, comme dans tout projet, il y en a qui vont échouer rapidement, il y en a qui vont vivoter et il y en a qui vont se développer. Mais ce qui est intéressant, ce sont tous ces projets qui vont passer du statut d'auto-entrepreneur au statut TPE, au statut PME, puis on l'espère demain à l'ETI. Donc, toutes ces initiatives... Le nombre de créations d'entreprises classiques est resté stable, ce qui de fait est une sacrée bonne information par rapport compte tenu de la situation de l'année 2020. Hein. Compte tenu de l'année, on pouvait citer le chiffre il y a 3-4 semaines, il n'y a jamais eu aussi peu de faillites en France en 2020. Oui. Alors, on le sait. Là, c'est pour d'autres raisons. Oui. C'est pour d'autres raisons. Il y a eu le prêt PGE, il y a eu une aide massive de l'État et on aura vraisemblablement un contre-coup un peu plus tard. C'est indéniable. Mais... voilà. En attendant, c'est bon à prendre, ce que vous nous dites. Dans le monde dans lequel on vit, avec cette anxiété, avec cette difficulté à vivre au quotidien qui pèse sur les esprits, réjouissons-nous des bonnes nouvelles. Il y en a quelques-unes de temps en temps, celle-là, prenons-la. Jean-François, selon vous, c'est plutôt malgré la crise sanitaire ou à cause de la crise sanitaire? Alors en fait, c'est la deuxième année consécutive que le record de création de micro-entreprises est calciné. Donc on est quand même sur un trend une tendance très positive. Après, ce que ça nous dit sur la répartition sociologique, oui, évidemment, les collaborateurs des plateformes dopent les enregistrements d'entreprises, etc. Donc il y a beaucoup de solutions de transition et d'observation. Ce que ça nous dit par ailleurs, c'est notamment sur le tiers de femmes que représentent les créations de micro-entreprises, il y a des secteurs qui se sont nourris de la pandémie, c'est notamment le cas de la vente directe, qui se digitalise beaucoup, en même temps que, parce qu'avec les limitations qu'on évoquait sur la non-tenue des réunions Tupperware, auxquelles correspond normalement le mode opératoire des vendeurs directs. Donc maintenant, c'est de la vente directe sur les réseaux sociaux.
Et en fait, on fait une corrélation très nette avec les femmes qui traditionnellement sont plutôt sur ce segment de la vente directe, qui se sont enregistrées massivement. Et ce que nous disent les études, c'est qu'en réalité, ce n'est pas des changements de carrière. Je ne sais pas si c'est des risques entrepreneuriaux réels, mais des gens dans une période d'incertitude déjà épargnent beaucoup et cherchent des petits compléments de revenus. En moyenne, par exemple, sur le multi-level marketing, le MLM, qui est la vente directe un peu digitalisée, les gens cherchent un complément de revenus entre 300 et 500 euros. C'est pour se faire plaisir quand l'heure sera venue, c'est pour financer un projet que le chômage partiel a peut-être un peu contrarié. Voilà, donc c'est des logiques de compensation. C'est dur aujourd'hui de dire comment ça va se projeter, mais par exemple sur la vente directe, et ce que nous dit en fait ce qu'on appelait la vente Tupperware à une époque. Oui, voilà. Qui aujourd'hui, pour être sûr de bien vous suivre. Qui aujourd'hui se fait par Zoom, qui se fait par Teams, qui se fait sur Facebook, qui a été banni de TikTok de manière assez surprenante. C'est dopé par ça. Et aujourd'hui, on a un rapport à la réussite. Les gens ne veulent pas forcément prendre des risques. En fait, ils ont envie de travailler pour eux-mêmes. Ça, c'est vrai. Oui. L'autre aspect des choses, c'est que voilà, le rapport à la réussite, aujourd'hui, il a changé. L'accomplissement personnel, c'est aussi d'avoir le billet de 500 dans 2 mois pour faire le truc ou le week-end qu'on avait envie de faire. Et avant qu'on soit reconfiné, d'aller respirer un coup. Voilà, donc les gens, en fait, réfléchissent... j'allais dire à court moyen terme, et puis si ça vivote, parce que c'est vrai pour un tiers des entreprises créées, des micro-entreprises notamment, mais voilà, ça s'éteindra, mais d'autres se développeront, c'est vrai aussi. Il y a d'autres, et puis surtout, il y a une chose incroyable, c'est que cette crise, comme elle est extrêmement violente, en fait, elle pousse. Quand on est dans finalement une croissance assez lambda, on est dans sa zone de confort et on connaît tous autour de nous des amis, des relations qui disent tiens, j'aimerais bien changer, mais je le fais pas parce que j'ai un bon salaire, j'ai quand même un bon poste, ça fait 8 ans que je suis dans l'entreprise. Là, ce que provoque la crise, c'est qu'il y a eu des arrêts extrêmement violents, des gens qui se sont retrouvés totalement à l'arrêt pendant des mois. Et il y a un moment donné, il y en a qui se réveillent, qui disent bon, là, voilà, j'ai pas le choix. J'y vais et je me lance et je prends le risque. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que les crises, elles permettent aussi de créer énormément d'opportunités. On en parlait tout à l'heure au tout début de l'émission. C'est ce qui est en train de se provoquer. Et ça, je trouve que c'est une bonne chose. Ça casse un peu les codes et c'est le moment de se lancer. Et je l'avais dit dans mes souhaits sur cette émission, mon vœu le plus cher pour 2021, c'est qu'on ait un maximum de création d'entreprises avec des jeunes qui prennent des risques, qui investissent et qui profitent de la période pour faire émerger toute une nouvelle génération d'hommes et de femmes chefs d'entreprise. Et ça, pour moi, c'est une très bonne chose. Allez, rien à voir. Pour conclure l'émission, on part à New York. Il y a eu un agent immobilier qui a fait un carton sur TikTok ces derniers jours, 20 ou 25 millions de vues pour cette petite vidéo on appellerait ça une chambre de bonne en France. $1 650, il a appelé ça le pire appartement de tout New York. Il a été avec sa caméra, il a montré, il y a juste, vous voyez, c'est pas très large, hein, on voit à la fin, il n'y a pas de salle de bain ni de toilette, c'est sur le palier, comme au bon vieux temps, y compris chez nous. $1 650 par mois pour 10 mètres carrés sans sanitaire, ça prouve quoi? Ça prouve que l'Amérique est quand même pas en récession, c'est quand même encore un marché immobilier. En même temps, c'est triste de devoir payer cet argent-là pour démarrer dans la vie, même à New York, une réaction très vite, là, triste. Oui, enfin non, c'est pas qu'on s'en fout, c'est que c'est à l'image parfois des États-Unis, c'est-à-dire c'est complètement le loyer moyen à New York, c'est $3 500. Oui, bien sûr. Non, en fait, New York a toujours été une ville extrêmement chère, hein, rappelons-le quand même. C'est plus que jamais devenu prohibitif. N'oublions pas que l'impact économique de la pandémie en Amérique du Nord, c'est quelque chose de beaucoup plus cru qu'en Europe. Oui. Alors manifestement, ça ne joue pas encore sur les loyers à la baisse. Du coup, en fait, ceux qui ont la chance de pouvoir mettre en location un bien immobilier, soit-il... Quel qu'il soit, un peu limite... essaye d'en tirer le maximum de profit parce qu'il y a fort à parier que le propriétaire de cette chambre de bonne est par ailleurs impacté lui-même par la conjoncture. Alors réflexe logique s'il en est, mais un peu triste sur le fond quand même. Oui. Et puis c'est bon, c'est peut-être un peu moins cher chez nous, mais il y a on sait des situations tout à fait plus que border à Paris également en la matière. Merci à tous les deux d'avoir été à mes côtés ce soir. Merci à vous, on se retrouve demain. Bonne soirée.